Tu es président de Non. XFIT. Je sais que t'aimes pas trop, on va en parler, t'aimes pas trop qu'on t'appelle comme ça, mais c'est ça le fait. XFIT qui a fêté ses 10 ans lundi dernier. Mais c'est une entreprise que je trouve passionnante pour plein de raisons. On va essayer d'aborder une partie de ces raisons-là, en tout cas, et surtout le style managérial qui correspond à ta génération. Donc, je pense que c'est l'avenir, en fait, des entreprises. Ça peut en inspirer beaucoup qui se sentent peut-être très limités aujourd'hui parce qu'on sent que le style pyramidal correspond plus trop à la génération qui arrive. Donc, on va en parler, mais avant, on va parler un petit peu de ton histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiwi Business Café. Aujourd'hui, je reçois un invité d'honneur, Étienne Dubois. Salut! Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis vraiment trop contente qu'on enregistre ce podcast-là. On a trouvé le temps. On a trouvé le temps. Alors Étienne, tu es président de XFIT. Je sais que t'aimes pas trop, on va en parler, t'aimes pas trop qu'on t'appelle comme ça, mais c'est ça le fait. Hein? Président des États-Unis. Non. XFIT, c'est déjà très très bien. XFIT qui a fêté ses 10 ans lundi dernier. Donc, on est en octobre 2024. XFIT a déjà 10 ans. Et pour la petite parenthèse, toi Étienne, tu as 27 ans. 27. Donc tu as démarré XFIT à 17 ans. Exact. Et sur les papiers d'incorporation, il y a un tuteur en fait. C'est l'histoire. Donc, c'est quand même une histoire assez particulière. Moi, XFIT, c'est une entreprise que je suis depuis 5 ans déjà. Donc, j'ai vu évoluer les 5 dernières années. J'ai pas vu les 5 premières. Donc, toi, tu vas beaucoup nous en parler, me faire découvrir aussi. Mais c'est une entreprise que je trouve passionnante pour plein de raisons. On va essayer d'aborder une partie de ces raisons-là, en tout cas. Et surtout le style managérial. En fait, le processus managérial de l'entreprise qui, je trouve, est très innovateur. Très jeune, qui te correspond, qui correspond à ta génération. Donc, je pense que c'est l'avenir, en fait, des entreprises. Ça peut en inspirer beaucoup qui se sentent peut-être très limités aujourd'hui parce qu'on sent que le style pyramidal correspond plus trop à la génération qui arrive. Donc, on va en parler, mais avant, on va parler un petit peu de ton histoire. De ce qui t'a amené à 17 ans à démarrer une entreprise. Est-ce que tu avais prévu ça? Est-ce que tu pensais 10 ans plus tard être là aujourd'hui? Non. Donc raconte-nous un petit peu d'où tu pars. Mais en gros, non, moi pas du tout. Je voulais être programmeur. Donc, j'étais sur la direction d'aller à l'université en programmation, tout simplement. Au Québec, on a le concept de cégep. C'est entre, là, tu seras mieux moi pour faire le pont, mais c'est entre le secondaire et l'université, en fait. Un peu comme le lycée. Un peu, exact. Donc, en gros, non, j'étais juste sûrement proche de la dépression au cégep, honnêtement. Ma mère pourrait mieux nous guider parce qu'on faisait la route à tous les jours ensemble. Et donc, j'ai juste eu ce projet Connex XFIT qui a démarré un peu en même temps que j'étais un peu dépressif à l'école. Et au final, j'ai simplement décidé de prendre une pause d'école pour faire avancer ce projet-là. Et bien, l'histoire fait juste que je suis jamais retourné à l'école par la suite. Donc, le projet a beaucoup mieux fonctionné que prévu dès le départ. Et donc, avait pas lieu de revenir à l'école, là, tout simplement. Et du coup, ça a commencé concrètement comment, ce projet-là? Ouais, ben, au début, ça commence quand même au début du lycée, donc l'équivalent du cégep, avec simplement l'idée de créer une application pour, même les clients, c'était B2C au départ, avec ma sœur qui était en train de devenir kinésiologue. Donc, kinésiologue qui est l'équivalent du coach BPGEPS un peu. Donc, on voulait faire une application pour les clients, pour se générer un programme, etc. Rapidement, impossible à faire. Ça prend un professionnel de la santé, ça prend un kinésiologue, un coach, peu importe. Et à ce moment-là, donc, on communique avec des gyms, des salles de sport. Et on brainstorm sur ça pourrait ressembler à quoi si on faisait quelque chose pour eux. Souvent, la question que je posais, c'est parce que je savais déjà programmer en ce moment-là, si je prends la prochaine année pour programmer temps plein pour vous gratuitement, c'est quoi? OK. Et donc, dans ma tête, j'avais quand même quelque chose qui m'intéressait, mais malgré tout, donc, on suivait basé sur cette question-là pour comprendre le besoin. Et c'est à un moment donné où on a un peu signé un premier client juste sur un PowerPoint, en gros.
que j'ai dit, ben, c'est... Parce que j'étais comme, merde, il faut que je le programme, en fait, maintenant que je l'ai signé. Non, le mec vient de me payer, il faut que je le programme. J'ai 3 mois pour le programmer. Donc, ça a été, ben, il faut que je quitte l'école où je lui dis, regarde, salle de sport, c'était juste pour rire, pour essayer. Bonne journée, je te redonne ton argent. Donc, c'était une option ou l'autre. Et donc, j'ai choisi à l'inverse de quitter l'école et de me focusser dessus. Donc, on a livré en août 2015. Donc, en août 2015, une première version de XFIT qui était donc un premier logiciel destiné aux coachs sportifs, qui au Canada s'appelle les kinésiologues, pour les aider à gérer leur patientèle. Enfin, parce que c'est un peu des professionnels de la santé là-bas. Exact. Un peu un CRM, mais pour les professionnels de la santé, là, en gros. OK. La première version, elle ressemblait à quoi? C'était vraiment laid. C'était foutrement laid. Sincèrement, il faudrait mettre une chronologie un jour. Il faudrait qu'on fasse ça. C'était affreux. Ça permettait de faire... surtout la première version, c'est AOU. Ça ne permettait même pas la création de programmes. Ça permettait tout ce que moi j'avais dans ma tête, mais que personne ne voulait. Donc, la gestion des succursales, les droits d'accès, les statistiques, les données, les objectifs, ça gérait beaucoup trop de choses que personne ne voulait au final, mais qui, drôlement, aujourd'hui, sont les bases de la croissance de l'entreprise, malgré tout, là, sûrement d'une certaine façon. Puis, ben, visuellement, c'était vraiment laid. C'était vraiment, vraiment, vraiment laid. Je suis programmeur plus que designer, quand même. Bon, background de programmeur, tu as démarré ça tout seul à la base? Tu as vraiment programmé tout seul, juste en posant des questions à ta sœur qui est kinésiologue? Exact. OK, tu l'as beaucoup consultée pour savoir, elle, quels étaient ses besoins professionnels? Beaucoup de clients aussi. Clients potentiels, qui au final sont jamais vraiment devenus clients, mais beaucoup de clients potentiels. Fait que j'avais vraiment une fiche d'interview pour les coachs, en fait, qui était comme 3 pages, qui étaient des grandes questions, des grands points que je voulais couvrir. Et donc, je les posais, tout simplement. Et là, j'étais capable de designer. Après, sur mon mur chez nous, là, il y avait des post-it qui disaient un peu c'était quoi que je voulais faire. Puis ça a quand même été sûrement au moins 1 an de travail à juste la vision ressemblerait à quoi, là, malgré tout. Parce que ça l'a pris comme 8 ans de programmation avant qu'on arrive à dire « Ah, mais c'est drôle, on vient de finir le plan de match qui a été fait au début. » Avec autant l'intelligence artificielle qui était dans le centre, l'assistant, c'était comme une pétale de fleurs au début, là, en tout cas, peu importe les fonctionnalités. Ça a quand même pris 8 ans, ouais. Dans le sens, la première année, on a full réfléchi, puis après ça, pendant 8 ans, on a juste exécuté ce plan-là, presque. OK. Ouais. Donc là, on est 10 ans plus tard. Ouais, donc, d'une idée comme ça, et toi qui développes tout seul, c'est devenu quoi? Ben là, juste depuis le temps, il y a d'autres mondes qui ont participé à la programmation du projet. Là, je suis vraiment plus tout seul. Donc, juste parenthèse. Même rapidement, il y a du monde qui se sont joints, là, malgré tout. Mais on est rendu où? On est rendu loin, quand même. On est rendu dans 115 pays, plus de 5000 professionnels. L'équipe est sur 9 pays à l'heure actuelle. On est rendu loin. Plus de 120 000 clients qui utilisent nos applications mobiles. On est sûrement le leader dans la francophonie. Sûrement pas loin, si on ne l'est pas. Et puis dans les autres marchés, parce qu'on est rendu en espagnol, portugais, allemand et espagnol. J'étudie. Italien aussi. Italien aussi. Anglais? Oui, anglais. Et sur les autres marchés, là, on est plus nouveau, on est en train de développer. Donc, XFIT est devenu une belle entreprise avec une équipe qui est très stable. Oui, très stable. Ça fait plus que 4 ans au moins. Ouais. Un logiciel qui est maintenant ISO aussi. Donc, vraiment un gage de sérieux très important. Sécuritaire. Beaucoup d'investissements sur, justement, l'infrastructure, la sécurité, etc. Exact. Ouais. Ben, c'est de prendre notre rôle un peu au sérieux, malgré tout, là, parce qu'on est un programmeur de logiciels, on développe des logiciels, il faut s'assurer qu'ils soient sécuritaires, qu'on fasse le maximum pour protéger les données. Donc, effectivement, on est allé chercher la certification juste pour être sûr qu'on le faisait bien en tant que tel, puis aussi prouver aux clients que, contrairement au reste de l'industrie, on prenait une attention particulière à la sécurité. Là. Oui, donc d'un PowerPoint, c'est devenu un sujet vraiment très sérieux qui gère des données de santé. Et donc, à ce titre, d'assurer la sécurité de ces données de santé, le respect des données des clients, des professionnels que tu équipes avec XFIT. Ouais. Et donc, une belle entreprise, maintenant, une belle équipe. Oui, vraiment. Et décris-nous un petit peu justement cette équipe. Elle est composée de quoi? Pour pouvoir faire tourner une édition de logiciel comme ça, évidemment, il y a des bugs, évidemment, il y a du service technique, il y a toujours de l'évolution, il faut écouter les clients, il faut marketer tout ça. Ouais. Donc, l'équipe, elle se compose, elle ressemble à quoi? Elle a vraiment évolué.
au fur du temps, parce que je pense que dans une entreprise, il y a des chapitres, dans le sens que il y a au début que tu as besoin de beaucoup de programmer. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'XFIT a moins besoin de programmer, a plus besoin de commercialiser. Mais on passe par des étapes. Fait que, autant fut un temps où est-ce qu'on était 6 programmeurs quand même derrière XFIT, ou du moins une personne technique en arrière d'XFIT. Aujourd'hui, on va être uniquement 3, me comptant moi. Fait qu'on est sûrement plus proche de 2.5. Aujourd'hui, on va avoir ça, donc on va avoir du service client, on va avoir aussi des ventes et on va avoir tout ce qui est commercialisation, donc marketing, en gros. Et vu qu'on est sur beaucoup de pays, ben, on va avoir l'équipe de relations clients qui est souvent très spécifique par pays. Donc, la même équipe va être en Espagne, on va avoir une personne en Allemagne, on va avoir des personnes en France, donc ou en Colombie. Donc, on essaye de rendre ça spécifique, localisé, que je cherchais comme mot. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, toi, t'aimes pas trop qu'on te dise président ou chef ou etc. Donc, t'as mis en place un petit système, un gros système, je sais pas pourquoi je dis petit, mais un système de prise de décision assez décentralisé. Ouais. Donc, on n'est pas sur une structure d'entreprise traditionnelle avec le chef en haut, un DG, des chefs de service et puis des personnes qui écoutent juste le chef de service, qui écoutent le codir, qui écoutent la direction. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble, le système décisionnaire chez XFIT? Oui, je vais essayer de le faire le mieux possible. C'est quand même beaucoup de choses. J'ai presque écrit une Bible quand je l'avais faite. En gros, fut un temps, donc encore une fois, où est-ce qu'on grossissait en équipe et tout devait passer par moi, juste, pas parce que j'avais dit tout doit passer par moi, juste par l'échelle hiérarchique de base que tout le monde a en tête. Puis vu que personne n'avait un titre, par exemple, directeur du service client, tout passait par moi. Donc, je devenais comme un peu un breaking point, là, je sais pas comment ça se traduit, de tout ce qui se passait. À ce moment-là, on a réfléchi, j'ai réfléchi à comment réussir à modifier ça puis à créer une structure. Par contre, première chose, quand on réfléchit à ça, parfait, on nomme des gestionnaires, des directeurs, puis on me met moi au-dessus. Logique. Mais c'était pas moi, en fait. On ne rejoignait pas du tout comme méthodologie de faire parce que même moi, je voulais pas être la personne en haut de la pyramide. Je voulais surtout pas qu'on vienne me confirmer toutes les décisions puis qu'après on dise c'est ma faute. Et alors pourquoi? À toutes les décisions. Mais parce que souvent, moi, j'ai l'image là, du dirigeant. Là, on arrive avec un beau PowerPoint du problème. Ça fait 3 mois qu'on réfléchit au problème, qu'on baigne dans le problème, qu'on gère la situation. On arrive au président, on lui dit « Voici le problème », puis on lui demande ce qu'il ferait. Et là, moi, d'une fraction de seconde, entre être en train de gérer un autre problème, gérer un renvoi, une embauche, en train de gérer d'autres choses, il faut que je donne mon opinion sur la suite de notre évolution basée sur peu importe, sur le marché français. Puis là, peu importe la décision que je prends, la personne, je ne sais pas totalement la décision qu'elle voulait prendre. Puis après, si ça se passe mal, elle va dire j'ai confirmé avec toi. Fait qu'en gros, tu deviens juste la personne responsable de toutes les merdes qui se passent. Puis personne empower prenne la direction de leur erreur ou prenne la direction des décisions qu'ils prennent. Parce qu'en fait, ça devient excessivement facile de dire je confirme avec mon gestionnaire, il m'a dit oui, donc c'est de sa faute s'il y a un problème. Fait qu'il y avait vraiment ce volet-là, donc moi je veux pas, parce que tu peux pas m'arriver puis en une fraction de seconde, je comprenne le dossier sur lequel tu es depuis si longtemps. Donc, il y avait cette vision-là de réflexion. Mais autant il y a la structure hyper hiérarchique, il y a l'autre côté, la structure hyper collégiale, où est-ce que personne n'a de rôle, tout le monde prend toutes les décisions, qui, ça, à la fin de la journée, me rejoignait pas non plus, dans le sens où on est une entreprise privée, ça prend une direction, il faut malgré tout que je sois capable de dire on s'en va là, il faut qu'on soit capable d'orienter les choses. Fait que ce qu'on a fait, c'est de créer des cercles. Mais des cercles qui peuvent être dans un plus grand cercle, dans un plus grand cercle. Donc, on peut imbriquer les cercles au même niveau que 2 cercles peuvent être un à côté de l'autre. L'objectif, c'est de dire que dans un cercle, il y a des travailleurs, donc il y a des employés. Une personne peut être dans plein de cercles, pas grave. Et un cercle, donc, a une raison d'être. La raison d'être, c'est pourquoi le cercle existe. Par exemple, commercialisation, sa raison d'être, ça va être trouver les techniques marketing pour atteindre l'objectif, la vision définie par le cercle présidence. Et le cercle marketing, ça va être d'exécuter le plan marketing de commercialisation. Donc, comme ça, on diminue, on descend. Ce que ça permet, en fait, c'est de dire que les travailleurs d'un cercle sont donc dictateurs de leur cercle.
Donc, en fait, tant que tu es dans des décisions reliées à ta raison d'être, tu n'as pas besoin de confirmer quoi que ce soit. Donc, si le cercle marketing fait des nouvelles publicités ou veut essayer LinkedIn, la publicité sur LinkedIn, etc., elle n'a pas besoin de confirmer rien avec personne. Ils sont dictateurs. Maintenant, si elle veut changer notre logo, mais ça, c'est pas sa raison d'être. C'est la raison d'être du cercle graphisme. OK? Donc, de cette façon-là, on est capable de venir créer une structure où est-ce que chaque cercle ou chaque employé dans chaque cercle a vraiment une légitimité puis une ouverture de décision, mais a aussi un carré de sable, un cadre dans lequel il sait qu'il ne peut pas sortir. Donc, les décisions à l'extérieur de son cadre sont de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ça fait les deux milieux, donc entre la hiérarchie et le collégial. En fait, ce sont des cercles qui relèvent d'autres cercles, au final. Exact. Ouais. Mais pas sur toutes les décisions. Dans le sens où, encore une fois, le cercle marketing a 100%, ou prenons dans l'autre côté le cercle code, a 100% des décisions, des technologies qu'ils veulent prendre. Maintenant, le cercle évolution produit au-dessus, c'est eux qui décident les fonctionnalités qu'on va faire. Mais ils vont les décider uniquement basés sur ce que le cercle au-dessus d'eux va avoir décidé comme vision de fonctionnalité. Donc, par exemple, on veut augmenter le nombre mettons, le cercle présidence décide que l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de connexions au logiciel. Et donc, le cercle évolution produit doit prendre les décisions qu'il veut, basées là-dessus, des fonctionnalités à faire, et le cercle code, le code, la manière qu'il veut. Okay? Donc, de cette façon-là, on est capable quand même de créer cette structure-là où est-ce que le cercle code, il empower le dossier et ils peuvent pas venir voir, moi, par exemple, en l'occurrence, on n'est pas tant que ça chez XFIT, venir voir moi et dire « on aimerait changer telle structure dans le code, qu'est-ce que tu en penses? » etc. Non. Prenez la décision que vous voulez. Puis ça me justifie aussi d'être capable de leur dire « Prenez la décision que vous voulez réellement. » Alors ça, il faut quand même que tu sois hyper open à laisser justement les équipes tester des choses en autonomie. Donc tu leur donnes le cadre dans lequel elles ont le droit de changer de décision, de pivoter un petit peu dans leur cadre de travail, quoi. Donc toi, tu fournis le cadre. Mais en même temps, faut arriver à lâcher prise sur pas mal de choses parce que, moi j'ai vu beaucoup d'entreprises et je sais bien que... On peut se dire, non mais là, moi j'ai pas validé tel mail, moi je suis plus dans le marketing, donc j'ai pas validé tel mail avant qu'il parte, et puis au final, j'ai vu partir ce mail, ça me va pas, si j'avais vu avant, je l'aurais dit avant, donc est-ce que ça se présente pas ça? Il y a deux éléments ici, donc souvent on va essayer que dans un cercle avec plus qu'une personne, et donc que ça devient collégial entre ces 2 ou 3 personnes-là. Fait que par exemple en marketing, ils sont 3, donc discuter entre vous, puis gérer le projet. Et là, c'est vraiment que tu as un gros melon si tu crois que 3 personnes ensemble vont faire plus d'erreurs que toi tout seul avec 10 minutes de brainstorming puis de notification de l'information. Là, pour valider les trucs. Exact. Donc, grosso modo, s'ils sont 3, à 3, ils se sont trouvés cohérents, c'est pas toi qui vas tant que ça ajouter un level de cohérence sur le dossier là, au final. Donc, à moins que tu aies vraiment un ego surdimensionné. Fait que déjà là, il y a le premier volet. Deuxième volet, c'est encore l'ego du dirigeant, là, disons-le comme ça, c'est de se dire, moi, je fais jamais d'erreur. Mais la vérité, c'est que j'en fais tout le temps des erreurs. C'est juste que vu que c'est moi qui ai fait de l'erreur puis que je suis empowered par la compagnie puis par la vision puis par où est-ce qu'on va, mais en fait, je vais travailler pour régler mon erreur. Et souvent, on va critiquer l'équipe qui donc n'ont pas ce empowerment du projet. Mais oui, mais si on leur fait tout confirmer, ça fait ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a dit de faire ça, je l'aurais pas fait pareil. Justement, j'y croyais pas dans ce qu'on a fait. Et donc, c'est sûr qu'ils vont pas régler leur erreur. Donc, il faut les laisser faire des erreurs, puis ensuite, automatiquement, ils vont vouloir la régler de toute façon. Puis l'humain fait des erreurs, c'est normal, il va en avoir. Mais encore une fois, moi, ce que je dis toujours, on n'est pas Coca-Cola. Il n'y a pas vraiment d'erreurs qui vont nous mettre en faillite demain, là. Dans le sens, il faudrait travailler fort. Là. Oui. Et quand bien même Coca-Cola ferait une petite erreur de marketing, ça ne les mettra pas en faillite non plus. Eux non plus. Fait que tu vois, même eux. Que même dans les grandes structures. On est d'accord, ça pourrait avoir la même logique. C'est chouette parce que ça ouvre les chakras sur une autre façon de travailler qui, sans doute, est assez nécessaire à la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, qui ne va pas travailler avec les mêmes codes que ma génération à moi. On n'a pas tout à fait la même génération. Pas totalement. On va pas dévoiler nos âges. Mais voilà. Mais moi, tu l'as dit, la mienne.
Oui, c'est vrai, j'ai dit la tienne. Bon, moi, je suis la génération d'avant, voilà. Parfait. Mais ta génération, a besoin de codes différents, propres à sa génération, et puis je trouve ça vachement intéressant. Oui. Je pense qu'on arrive dans un ère où est-ce que tout le monde a le goût de participer plus au projet. Tu sais, un peu le terme, moi, que j'aime beaucoup, intrapreneur. Être entrepreneur, c'est juste tous les problèmes de comptabilité et de gestion qui sont pas tant agréables. Mais si on réussit à être intrapreneur dans une entreprise, donc à avoir la liberté de faire ce qui nous passionne avec un degré de liberté assez grand, mais il y a moyen de vraiment s'épanouir sans avoir les problèmes, par exemple, de l'entrepreneuriat. Là. Puis là où je te rejoins, c'est qu'en fait, la génération a de plus en plus... Enfin, les plus jeunes, là, ils ont de plus en plus besoin de sens dans ce qu'ils vont faire au quotidien. Et c'est justement, je pense, la définition de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat, c'est qu'en fait, on incarne le sens qu'on recherche dans nos vies au travers d'un projet d'entreprise, que ce soit parce qu'on est salarié, mais dans une structure qui accueille cet esprit de... on réalise une mission de vie, ou alors parce qu'on développe sa propre entreprise à soi, donc entrepreneuriat. Bon, voilà. Mais le sens derrière ça, personnellement, je trouve que c'est très logique. Par contre, il y a une question que je voudrais te poser, c'est... on parlait de droit à l'erreur, etc. Mais malgré tout, il faut que tu mettes des processus derrière pour pouvoir avoir ce retour et ce feedback pour pas refaire la même erreur plusieurs fois. L'humain, à la base, veut pas refaire la même erreur plusieurs fois. Puis, souvent, moi, je dis, si t'as un con dans l'équipe, c'est lui qu'il faut renvoyer. Pas créer un système de gestionnaire puis de directeur puis des processus à n'en plus finir. Dans le sens, fondamentalement, l'humain veut pas faire d'erreur puis veut s'améliorer, veut bien faire les choses. Si t'as une personne qui est pas alignée avec ça, fais juste la renvoyer. Là. C'est ça la solution. Mais c'est pas de venir créer trop de processus. Ça. Ouais, on a la beauté chez XFIT, on est 14 gros max. Donc, on a quand même la beauté qu'au final, tout se voit. Donc, effectivement, qu'on n'a pas cette difficulté-là. Mais au final, je pense que, parce qu'on a quand même des systèmes là, que j'ai pas expliqué, de comité aviseur par cercle, on a quand même des systèmes aussi de rendre des comptes, donc pas un cercle au-dessus, mais juste à soi-même, avec des KPI un peu. Fait qu'on a quand même certains barèmes à gauche et à droite qui permettraient de voir un enjeu. Mais aussi, un peu style équipe de sport, si tu as quelqu'un qui s'entraîne pas, qui joue pas bien, etc., qui fait que l'équipe perd au complet, je compte sur les autres joueurs pour dire cette joueuse-là ou ce joueur-là, il joue pas en équipe. Et là, cette personne-là donc sera quittée. Tu me suis? Je m'imagine, peut-être que je rêve un peu, mais que dans un contexte où est-ce que tu empowers tout le monde et que au final, donc, tu viens pas pointer une seule personne, tu pointes le cercle marketing. Merde, vous atteignez pas les objectifs. S'il y a quelqu'un réellement qui est pas à la hauteur, ils vont le pointer. Parce que sinon, il faut juste qu'il compense l'énergie qu'il fait. Donc, je pense qu'au final, il y a quand même plusieurs barèmes que tu peux réussir à atteindre pour protéger contre ça. Donc, ce système-là, ça fait quelques années déjà que c'est en place? Ouais, ça fait 5 ans. Avec le recul, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça atteint les objectifs que tu avais à la base? Ah oui. De A à Z. De A à Z. Mettons qu'on grossirait plus, ça prendrait un gardien du cercle, des cercles, disons ça comme ça. Donc, il y aurait assurément, mettons que la compagnie ferait 60 employés ou 50 employés, ça nous prendrait quelqu'un RH, gardien du cercle, mettons. OK? Ça, c'est sûr. Gardien du processus de cercle, tu veux dire, avec les comités aviseurs puis tous les processus qui sont exact. attachés. Donc, s'assurer que les comités aviseurs ont eu lieu, s'assurer, pas encore une fois pour critiquer, juste pour dire « Hey, vous êtes dû à faire un comité aviseur. » Ah oui, on l'organise. Donc, actuellement, le rôle, c'est un peu un fichier Excel qui gère des affaires de même. C'est un peu... Puis ce qui fait, tout simplement, que, par exemple, le comité aviseur est supposé être aux 3 mois, on va l'oublier, ça va être aux 6 mois. Donc, des fois, selon comment on fait les suivis, on va perdre un peu en vitesse. Mais on va le reprendre, puis c'est toujours collégial. Tout le monde a le goût de le reprendre. C'est vraiment juste les alinéas de la vie, qui est donc pas si négatif, surtout dans un contexte où on est 14. Des fois, ça revient vite. On n'a officiellement rien fait dans les 3 derniers mois qui nécessite qu'on se revoie. Mais sinon, donc, vraiment, à part cet élément-là que je dirais, si on était plus gros, ça le justifierait. Le résultat est vraiment merveilleux. Je crois que tout le monde se sent super bien dans cette structure-là. Ça fait que tu peux participer à des portions de l'entreprise que tu participerais pas sinon. Ça permet à moi-même, personnellement, d'être déchargé d'une charge mentale.
Ça me permet, quand quelqu'un vient me voir, de dire ben, c'est ta décision, je m'en fous. Donc, de lui laisser prendre sa décision. Non, c'est vraiment très, 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 très positif. Honnêtement, je le conseillerais à beaucoup plus d'entreprises, mais c'est comme un pas un peu dur pour plein de monde, là, je pense, là, qui veut garder le contrôle. C'est un gros changement de philosophie managériale. Exact. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a des personnes pour qui c'est pas fait? Ben, moi, je vais faire la différence entre entreprise industrielle et entreprise créative. Je fais vraiment une différence entre ça. Si t'es une usine et que t'as juste besoin que les gens mettent des bouchons sur le top d'un dentifrice, va pas là. Ça te prend un gestionnaire, un directeur, c'est simple. Parce que tu veux juste qu'il mette des bouchons, puis il est moins vite que la moyenne des gens qui mettent des bouchons. Faut lui crier dessus, c'est tout. Dans le sens, c'est vraiment industriel, c'est simple. Et là, je dis les bouchons sur des dentifrices, mais tout ce qui est processus industrialisé, disons-le comme ça. Mais une entreprise créative comme XFIT, comme une firme marketing, comme tous les logiciels, c'est une entreprise, en fait, où est-ce que tu veux un certain degré de flexibilité. Parce que la direction où tu vas n'est pas si claire que ça non plus. Tu sais, souvent, moi, je vais parler d'objectifs flous, qui est un autre concept, mais c'est pas clair où tu t'en vas, malgré tout. Donc, tu veux un degré de flexibilité, un degré d'adaptation au monde, puis tu veux prendre ce que la personne a à donner en termes de créativité, en termes d'idées, en termes de projets. Parce que, tu sais, une entreprise créative comme XFIT, c'est sur des projets. Projets de podcast, projets de congrès, projets de peu importe. Tu sais, c'est des projets. Donc, tu veux cette créativité-là, tu veux la mousser. Et je pense que cette structure-là le permet parce que, justement, tu es empowered dans ton projet, là. Et est-ce qu'au sein de l'équipe, tu as des fois eu du mal à faire comprendre ce concept à des nouveaux arrivants qui peut-être venaient d'industries où c'était plus traditionnel? Est-ce qu'au niveau du salarié, c'est parfois difficile? C'est sûr qu'au final, mais ça c'est sur tous les volets, là, tu trouves toujours l'équipe qui fonctionne avec la structure que tu mets en place. Mais ça, c'est par rapport à tout, là. Donc, c'est sûr qu'il y a du monde qui n'aime pas du tout ce système-là puis qui veulent avoir un titre là, directeur. Donc là, ils ne trouveront pas du tout leur bien dans l'entreprise puis dans ce système-là. Mais c'est correct. Encore une fois, tu fais le choix de vouloir qu'ils s'en aillent. C'est pas grave. Ils s'en vont. Tout le monde est heureux. On retombe sur nos pattes. Donc, c'est sûr qu'il y a du monde avec qui ça fonctionne moins. Puis c'est sûr qu'il y a un problème à l'arrivée. Ça, c'est sûr. Parce que la personne, elle a juste pas ce concept-là dans la tête. Là. C'est vraiment, on est un peu... Autant on s'est basé sur Holacracy, si vous connaissez de Zappos. On s'est basé sur quelques trucs. Une firme en Belgique, je crois, d'infirmières qui est un peu un thème de ce thème-là. Là. Mais autrement que ça n'existe pas. Donc, la personne a rarement des repères. Mais bon, c'est juste 3 mois d'adaptation à, ben, voici nos processus, voici la façon de faire, puis... Encore une fois, c'est 3 mois. Soit ça passe, soit ça casse. Puis pas plus grave que ça, si ça passe, si ça casse. Là. Super. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise qui se pose des questions justement sur sa... C'est une question fondamentale sur sa structure managériale, qui se dit là, il y a des trucs qui marchent vraiment pas, il y a un gros turnover, les salariés, il y a beaucoup de burn-out. En fait, très souvent, c'est un malaise au travail qui se traduit par de l'absentéisme, par une insatisfaction quand il y a des entretiens annuels, management catastrophique, puis ils savent pas quoi. Sur quelle ficelle tirer par rapport au management? Quelles questions se poser par rapport à ton expérience? Mais le classique, si actuellement, en tant qu'entrepreneur qui nous écoute, se dit « je suis tout seul contre tous mes employés », c'est comme une première base de réflexion. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Puis souvent, c'est que je l'entends. Tu sais, le concept de... je sais pas, je suis tout seul, ils font rien, ils sont tous fainéants. Puis là, souvent, maintenant, on met ça sur la faute de la nouvelle génération. Honnêtement, c'est souvent qu'il y a un problème de gestion. Après, avant d'enclencher un changement vers là, c'est sûr qu'il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt à ce qu'un projet soit lancé sans que j'aille confirmer? Si à ça, on répond non, ben allez voir un psychologue avant de faire un switch de gestion. Parce que, tu sais, comme quand les entreprises mettent 5 valeurs, mais qui les habitent pas du tout, là, on choisit 5 valeurs un peu random dans un dictionnaire, puis après ça, on dit « j'ai 5 valeurs ». Mais après, si ça transmet pas dans tout ce qu'on fait, ben, t'as beau avoir la valeur efficacité, si on n'en parle pas constamment, ça sert à rien, puis les employés sont pas cons, là, tout le monde ensemble, on comprend que t'es juste foutu sur le mur, puis qu'on s'en fout. Fait que c'est la même affaire pour la structure. Si on fait une structure, mais qu'après, à chaque fois qu'un employé vient confirmer quelque chose avec toi en tant que boss, qui est pas dans ton cercle, qui est dans son cercle, puis tu réponds, mais tu sais, t'habites pas la structure.
Il faut avoir la présence d'esprit de dire « Je sais pas, puis ça me correspond pas. Va décider toi-même. » Tu me suis? Ou d'être en mode vraiment, juste, tu demandes à un autre employé, dans le sens, c'est quoi que tu ferais? Ça, je vois pas d'enjeu fondamentalement, mais c'est ta décision. Dans le sens, tu peux être en conseil, mais autant qu'elle pourrait demander à n'importe quelle autre équipe. Donc, mon conseil, ce serait assurément se poser intrinsèquement la question « suis-tu prêt? » Puis après ça, si vous êtes réellement prêt, là, de mettre une structure soit proche de celle d'Exfit, soit de trouver la vôtre. Mais là, vous allez être capable de l'habiter pour de vrai. Il faut l'habiter. Là. Moi, j'entends vraiment authenticité, du coup, derrière ce que tu dis. Sinon, c'est ça. Mais c'est vrai que on a peut-être des fois eu l'habitude de mettre un masque ou d'appliquer des principes qui n'ont pas été les nôtres depuis longtemps. Et du coup, on a tellement l'habitude de ces principes-là qu'en fait, revenir à notre vraie authenticité, c'est pas si facile. Donc, tu parles de psychologue, mais ça peut être un coach business aussi. Enfin, il y a beaucoup de coachs qui sont justement spécialisés là-dedans et qui, effectivement, permettent de faire des fois la part des choses. Ça peut être... puis de comprendre notre... Bon, puis si vous êtes une très grosse entreprise, commencez juste avec un petit groupe dans l'entreprise. Tu sais, ça peut être une autre façon de le faire. Si vous êtes tout petit, c'est que ça se fait pas, mais une entreprise de 50 employés, rien n'empêche que l'équipe marketing soit dans ce mode-là. Vous avez 10 personnes qui sont dans ce mode-là, vous essayez, puis ensuite vous transigez sur le reste du monde. Ça peut être une autre technique, sans problème. Mais c'est sûr, comme tu dis, il faut que ça soit authentique par rapport à ce que vous croyez, parce que... puis de tout ce qu'on entend sur la nouvelle génération, c'est une recherche d'authenticité et de sens. Je pense que c'est les deux maîtres mots. Si vous le faites juste pour dire « j'ai lu ça dans un livre », c'est ça. C'est écrit quelque part. Il y a un scientifique qui l'a écrit. Mais si ça marche mieux. C'est ça sert à rien. J'en profite puisque tu es geek, quand même un petit... Merci. Pardon, je change complètement de sujet. Vas-y. Parce que, on se laisse juste une petite partie. J'ai vraiment envie de te poser des questions sur l'intelligence artificielle. Ah oui, vas-y. Parce que t'es en plein dedans. Toi, t'es au fait de tout ce qui se fait. L'intelligence artificielle, t'en intègres dans la solution Exfit aussi. Donc, tu connais bien ça. Et puis, dans la structure managériale, etc. Quelle place, selon toi, a aujourd'hui et va prendre l'intelligence artificielle dans les entreprises? Là, je pense plutôt, pensons structure managériale ou gestion des équipes en interne. Ouais. C'est très philosophique comme question, puis je suis sûrement pas un professionnel. Mais historiquement, ça va faire débat ce que je vais dire, c'est l'équivalent de la révolution des machines qu'on a vécue. Dans le sens où les machines sont arrivées, ils n'ont pas tant remplacé les employés, plus qu'ils ont fait en sorte que les employés étaient plus efficaces ou ils faisaient d'autres choses. La vraie perte d'emploi, par exemple, en Amérique qu'on a eue, c'est plutôt l'exportation de nos usines à l'étranger, pas tant l'arrivée des machines, fondamentalement, là, selon, encore une fois, mon opinion, sans être un spécialiste. Donc, je pense que l'IA, c'est le même concept. C'est en train d'arriver, ça va pas remplacer le programmeur, mais ça va faire que le programmeur est capable d'aller plus vite, de faire d'autres choses. Par exemple, il y a 10 ans, on perdait notre temps à structurer des outils internes d'administration pour opérer les comptes sur Exfit. Mais demain matin, il va y avoir des outils suffisamment no-code, faciles d'utilisation pour en fait qu'une personne d'administration de marketing soit capable de créer son propre outil d'administration. Et donc, nous, en tant que codeurs, ça va pas faire qu'on n'a plus de job. Ça va juste faire qu'on va se concentrer sur le produit. Donc, on va être capable de créer encore plus de fonctionnalités dans le produit cœur, etc. Fait qu'un peu partout, je pense que c'est toujours juste un outil d'efficacité, c'est pas un outil de remplacement. Il y a sûrement des travaux qui vont disparaître, mais peut-être pas tant que ça, tandis que comme une traductrice, elle va tout simplement traduire plus rapidement, donc son service doit contenir plus de texte à la minute, contrairement à avant. Donc, des choses comme ça. Mais au final, je pense que c'est toujours juste un acolyte, là, un trousseau de clés à côté de nous, ou un couteau suisse à côté de nous, qui fait juste accélérer les choses, pas nous remplacer. Tu penses que ça sert à quelque chose d'essayer de résister? Non, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non. Là, c'est comme si t'avais voulu pas résister au Wi-Fi dans les années 2000. Non, d'essayer de résister, c'est sûr que ça sert à rien. Parce que vous allez juste devenir en mode « je suis plus de qualité que le code que Copilot fait ». Ben OK, mais t'es juste rendu 2 fois plus lent, donc t'es plus compétitif. Même chose pour la traduction, la rédaction, même chose pour la création de sites web. C'est tout. C'est juste que créer un site web ne vaut plus 10 000 $. Il vaut maintenant 2000 parce que tu l'as fait faire avec l'AI puis tu l'as modifié au final. Mais ça veut juste dire que plus de monde vont faire de sites web. Ça veut pas dire qu'il y en a moins.
Et dans des domaines comme le coaching sportif, par exemple, où les coachs, par exemple, ont très peur d'être remplacés par l'AI parce que l'AI arrive à générer des programmes d'entraînement à partir de quelques contraintes qu'on lui donne. Ouais. Donc, on lui donne notre âge, nos contraintes, j'ai de l'équipement, j'en ai pas. Et l'AI peut pondre un programme d'entraînement qu'on peut critiquer quand on est un professionnel. Mais malgré tout, c'est une vraie crainte de ta clientèle, la clientèle de XFIT, qui sont donc les coachs sportifs et qui ont peur d'être remplacés par ces automatismes. Qu'est-ce que tu as à leur dire, eux, par rapport à la place de l'AI dans leur vie? En fait, c'est simple. Leur travail n'a jamais été de créer des programmes d'entraînement. Le coach sportif, son travail n'est pas de créer des programmes d'entraînement. Le coach sportif, c'est un travail de service. C'est une business de service. Donc, service dit humain, aussi simple que ça. Service dit adaptation, dit de venir voir le client, dit de faire un test physique en présentiel, dit de modifier le programme quand quelque chose se passe, dit d'écouter le client. Du service. C'est ça qu'ils vendent depuis toujours. C'est juste que les coachs se sont égarés en chemin, en mode je vends des machines dans le cas des salles ou je vends des programmes que mon client fait tout seul de son côté, qui a peut-être fonctionné pendant une période, mais qui n'a jamais été la réalité de ce qu'ils vendaient. Ce qu'ils vendent, c'est un service. Et donc, il faut juste qu'ils reviennent au service. Et ça va tout aussi bien fonctionner qu'avant, moi, je pense. Donc, l'empathie, donc... l'émotion, la vraie écoute. Comme être avec la personne. Écouter le client, être avec la personne, comprendre tous ses enjeux. Puis... C'est une business de service. C'est ça que c'est. Mais ceci dit, on peut comprendre que ça soit pas facile quand on est un humain, de se repositionner parce que l'AI vient tout bousculer quand même. C'est sûr. N'est-ce pas? Oui, ça c'est sûr. Et bouscule de mieux en mieux les choses. Le fait clair. De mieux en mieux malgré tout. Oui, mais même elle fait des podcasts maintenant. Elle fait des podcasts, tu as raison. Et d'ailleurs, on mettra peut-être en lien le podcast dont tu parles, ce qui est assez impressionnant. Assez impressionnant. Donc oui, c'est sûr qu'elle fait plein de choses. Mais encore, c'est juste que la quantité de choses vont augmenter. Il y a des segmentations qui vont se faire différentes. Je le vois vraiment pas, moi, comme étant négatif. Là. Encore une fois, il faut juste prendre le pas puis évoluer vers là. Mais après, il y a encore de l'ouvrage. Je trouve ça super intéressant. Le mot de la fin, ça sera sans doute qu'il faut justement prendre un pas de recul et s'ouvrir à ce que la vie change. Oui. Et envisager justement la nouvelle vie avec un IA à côté de nous, qui nous est un peu imposé, mais il est là et il faut faire avec, comme le Wi-Fi, tu disais. Et c'est important en même temps de s'ouvrir à une évolution. Oui, exact. De ce qu'on est, de ce qu'on fait, de notre posture. Oui, de tout ce qu'on fait. Super. C'est quoi la suite pour XFIT, Étienne? Là, on entame notre prochaine décennie. Donc, je crois que la prochaine décennie, ça va quand même être l'ère de beaucoup d'internationalisation pour nous. Donc, on est vraiment en train de démarrer plein de marchés, plein de choses. Donc, on va suivre cette vague-là. On va continuer à améliorer le logiciel, puis à aider les coachs, en fait. Et puis, ton entreprise dans ta vie, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est quoi cette entreprise? Elle te sert à quoi, toi, personnellement? Moi, tu la portes vers où? Elle me challenge à tous les jours, donc elle va continuer à me challenge, c'est certain. Elle va continuer à faire en sorte qu'à tous les matins, je trouve agréable de me lever puis de travailler, de relever des défis, de se dépasser. Donc, elle va continuer à être la même chose. Super. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec moi. Je suis vraiment contente. À toi. Et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de stratégie marketing la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi avec XFIT en stratégie marketing. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas de problème. Merci. Merci à toi.